Allez-y là. Bonjour à tous, de nouveau. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du multilatéralisme et de son évolution. Je vous propose le plan suivant. Donc, quelques définitions. En fait, ce sont les différentes visions des auteurs qui m'ont servi à bâtir cette synthèse. Donc, ensuite, quelques éléments chronologiques. Je resterai assez bref. Par contre, je resterai pas mal de temps sur l'ONU, qui est la principale organisation du multilatéralisme mondial. Ensuite, je parlerai de l'évolution du multilatéralisme et des grands traités multilatéraux. Et puis ensuite, les autres organisations multilatérales et les autres formes de multilatéralisme. Et puis le positionnement des grandes puissances, notamment, bon, je me limiterai à la Chine, aux États-Unis, pardon, la Chine et puis la Russie. Et puis les risques de déclin du multilatéralisme, j'étais assez bref là-dessus, sachant que c'est quand même un sujet qui est d'avenir. Et puis les réflexions et perspectives. Alors d'abord quelques définitions. Selon Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique, c'est la gestion collective des affaires mondiales par la négociation d'accords internationaux. Ça repose sur la création d'organisations et le multilatéralisme s'oppose à l'unilatéralisme où un État décide d'agir en tenant compte de ses seuls intérêts. Selon un autre auteur, David Sogg, alors je ne suis pas sûr de prononcer de la même façon, mais non, c'est pas un hollandais, les accords multilatéraux favorisent la stabilité et la prévisibilité des relations internationales. Ensuite, l'autre auteur, Serge Sur, dit que le multilatéralisme repose sur la sécurité, qui est une aspiration essentielle des États comme des individus. Pour les États, elle signifie avant tout être à l'abri des agressions armées d'autres États ou d'acteurs non étatiques. Et pour les individus et sociétés, ça repose sur la sécurité humaine, les droits de l'homme, la protection contre les atteintes à la santé, aux conditions de vie, à l'environnement et à l'emploi. Et enfin, la dernière approche, c'est la distinction entre le multilatéralisme formel, qui est représenté par les institutions, les secrétariats, les traités, où les organisations ils font système pour s'approprier collectivement des sujets globaux, en opposition au multilatéralisme informel qui repose sur des coalitions, des groupes restreints réunis sur la base d'objectifs circonscrits. Là, je vais traduire tout de suite, c'est par exemple le G7, le G20, par exemple, qui sont des organisations qui sont des coalitions en fait de grandes puissances. Donc, ainsi que des acteurs non étatiques, comme par exemple la fondation Bill Gates, qui dans le domaine de la santé s'avère être capitale et qui soutient les défaillances parfois de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, quelques éléments chronologiques. Alors, la source, c'est un tableau qui émane d'un certain Xavier Lacroix, qui est prof d'histoire à Paris-Sorbonne. Donc, il fait remonter les prémices du multilatéralisme en 1648 avec la signature des traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de 30 ans. Ces traités consacrent l'État-nation comme principal acteur du système international et l'érigent en modèle d'organisation politique en Europe. Il cite dans sa chronologie donc une soixantaine de dates de signature de traités ou la création d'organisations internationales, support du multilatéralisme à l'échelle mondiale, dont la plus emblématique est la création de l'ONU. Alors, je vous ferai grâce de toutes ces dates. J'en ai relevé, je dirais, arbitrairement certaines. Donc, en 1920, qui est la création de la Société des Nations, qui n'a pas vécu longtemps, puisque notamment les États-Unis en étaient un peu absentes. En 1944, par contre, sous l'impulsion des États-Unis, il y a eu la création du FMI et de la Banque mondiale avec les accords de Bretton Woods par 45 pays.
Puis en 1945, la création de l'ONU avec la charte de San Francisco, puis en 1947, le GATT, qui est un accord, sont des accords sur le commerce, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en français. En 1949, la création de l'OTAN, dont nous avons eu l'occasion de parler récemment par le biais d'une conférence, et puis qui est une alliance politique et militaire contre la menace du bloc communiste. En 1957, la communauté économique européenne avec le traité de Rome, avec les 6 pays fondateurs. Alors, j'ai retenu ensuite, en 1967, l'Association of Southeast Asian Nations, qui est connue sous le nom de ASEAN également, qui est une alliance politique, économique et culturelle qui comporte 10 États membres d'Asie. Et puis en 1968, le traité de non-prolifération des armes nucléaires. En 1991, le Mercosur, qui est une alliance économique de pays d'Amérique latine, il y en a 5 dans le Mercosur. En 1994, l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et puis en 2001, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation de coopération économique, sécuritaire et militaire réunissant la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et des républiques d'Asie centrale. Et enfin, les 2 dernières, alors je n'avais pas connaissance qu'en 2019, les ministres des Affaires étrangères allemands et français ont créé l'Alliance pour le multilatéralisme et souhaitant fédérer d'autres États avec eux, et principalement des États européens tout d'abord. Et puis en 2020, le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est un traité de libre-échange asiatique promu par la Chine, regroupant 15 pays d'Asie et du Pacifique et qui concerne près du tiers de la population mondiale et 30% du PIB global. Alors, maintenant, je vais parler de l'ONU, qui est l'organisation multilatérale mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances triomphantes, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, ont convenu de créer une nouvelle institution, l'Organisation des Nations Unies, après l'échec de la SDF. L'impulsion en revient aux États-Unis, qui étaient la seule puissance à l'époque qui tenait debout, qui était capable d'exercer son influence sur tous les terrains militaires, diplomatiques et financiers. Le concept de départ impliquait la possibilité pour tous les États du monde d'en devenir membres un jour ou l'autre. La charte constitutive de l'ONU, c'est la charte dite de San Francisco, qui compte 111 articles et pose les grands principes des relations internationales, avec comme objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le principe de la sécurité collective, qui postule que la sécurité de tous les États membres est liée à la sécurité de chacun d'entre eux, la promotion, met en avant la promotion des droits de l'homme, et puis l'ONU se veut être un forum international à l'époque et le lieu d'élaboration privilégié des grands accords internationaux. Alors, quelques mots sur les principaux organes de l'ONU. Donc l'Assemblée générale, qui est l'organe délibérateur, qui compte 193 États membres, 51 à l'origine. Elle offre une représentation universelle avec une réunion annuelle de tous les membres à New York en septembre. Les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers et l'ordre du jour est souvent lié aux questions de sécurité et de paix, le choix des représentants à la tête des institutions de l'ONU qui sont nombreux, et puis les questions budgétaires. Alors le Conseil de sécurité, qui est l'organe politique, qui est le véritable organe décisionnaire de l'ONU, dont la responsabilité principale est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut imposer des sanctions ou autoriser l'emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité. Il compte 15 membres, dont 5 membres permanents et 10 non permanents, disposant chacun d'une voix. Les 5 membres permanents sont les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, et disposent
d'un droit de veto qui est majeur dans toutes les décisions qui sont prises par l'ONU, hein, par le Conseil de sécurité en particulier. C'est les États-Unis qui ont fait rentrer la France et la Chine dans le Conseil de sécurité au lendemain de la guerre. Le secrétariat, qui est un organe administratif dont on entend souvent parler, au service des organes principaux de l'ONU, dont il administre les politiques et les programmes. Le secrétaire général et le chef de l'administration de l'ONU est nommé par l'Assemblée générale pour un mandat de 5 ans renouvelable sur recommandation du Conseil de sécurité. Le secrétariat comprend des dizaines de milliers de fonctionnaires recrutés sur le plan international et ils travaillent dans des lieux d'affectation et des missions de maintien de la paix à travers le monde, ce qui n'est pas sans danger, certains y ont laissé la vie. Le Conseil économique et social, qui est un organe administratif, qui compte 54 membres, dont 18 élus chaque année par l'Assemblée générale pour 3 ans. Il est chargé de la mise en œuvre des objectifs de développement dans les domaines économiques, social et environnemental. Et en fait, il a un pouvoir très moyen par rapport au Conseil de sécurité, bien entendu. La Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire, ne faut pas confondre avec la Cour pénale internationale de justice, qui est un organe judiciaire avec son siège à La Haye, qui a la mission de régler les différends d'ordre juridique entre les États, conformément au droit international, et qui donne des avis consultatifs sur les questions juridiques émanant des différentes institutions de l'ONU. Ensuite, il y a des institutions spécialisées qui gravitent autour de l'ONU, donc les organisations telles que la Banque mondiale et le FMI. La Banque mondiale lutte contre la pauvreté, apporte des appuis financiers aux États avec des prêts à taux réduits. Elle est présente dans 100 pays. Le FMI, qui est chargé des questions macroéconomiques, de la croissance économique, qui fait des prévisions de croissance, encore aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, suite à la crise que nous connaissons, et qui apporte des aides financières aux États. On voit que ces deux organisations ont quand même des missions, enfin des fonctions communes, et elles font souvent des rapports communs. Ensuite, comme autre organisation assez connue, c'est l'Organisation internationale du travail qui préexistait avant l'ONU, puisqu'elle date de 1919, et qui fixe des réglementations relatives au travail. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, dont on entend parler pratiquement tous les jours aujourd'hui, qui date de 1948 et qui coordonne les questions relatives à la santé internationale. Ensuite, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est la FAO, qui a pour mission, qui a été créée en 1945, qui a la mission de lutter contre la faim dans le monde. Et puis l'Organisation des États-Unis pour l'éducation, la science et la culture, qui est l'UNESCO, qui a son siège à Paris. Alors, d'autres organisations qui sont apparentées à l'ONU, c'est l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui a été créée en 1994 et qui a pris le relais du GATT, qui avait été créé en 1947. C'est un lieu de négociation des accords du commerce international et qui offre un cadre juridique et institutionnel pour le règlement des différends découlant de l'interprétation et de l'application des accords commerciaux internationaux. Ensuite, citons aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, dont on entend souvent parler, qui est un centre mondial de coopération dans le domaine nucléaire. Et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été créée en 1992 et qui a son siège à Bonn, qui est une organisation chargée d'appuyer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, qui, on peut citer deux dates particulières, en 1997, l'adoption du protocole de Kyoto, et en 2015, l'accord de Paris. Ensuite, comme autre organisation apparentée à l'ONU, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques,
qui a son siège à Vienne. Et puis, je parlerai ensuite des principaux programmes et fonds de l'ONU, le Programme alimentaire mondial, qui a son siège à Rome, qui a été créé par la FAO. Il vise à éradiquer la faim et la malnutrition et il nourrit près de 80 millions de personnes dans 75 pays. Le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a son siège à New York, il est présent dans près de 170 pays et territoires. Il est l'un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la pauvreté. On peut citer également d'autres institutions, d'autres programmes apparentés. Le programme national universel, le programme pour l'environnement, l'UNICEF, donc le programme pour les enfants, et puis le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Je ne m'étendrai pas sur toutes ces organisations. Je passerai maintenant au financement de l'ONU, qui est un budget de fonctionnement qui est de 3,2 milliards de dollars pour 2021. On voit sur ce graphique donc la contribution des différents États depuis le lancement en 1945 jusqu'à 2020. Les États-Unis restent le principal contributeur. Le deuxième contributeur qui augmente sa part, c'est la Chine. Le Japon est le troisième contributeur après avoir été très proche des États-Unis dans les années 2000, est aujourd'hui en dessous de la Chine. Ensuite viennent l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Russie. Alors, en ce qui concerne les budgets de maintien de la paix, les opérations de maintien de la paix, aujourd'hui, c'est 6,6 milliards de dollars. On verra dans un graphique suivant qu'il a évolué au cours du temps. Les 10 principaux contributeurs sont les États-Unis d'Amérique, avec environ 28%. La Chine, ensuite, est à 15% environ. Le Japon a près de 9%. Ensuite viennent l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France autour de 5-6%. Pardon. L'Italie, la Fédération de Russie et le Canada et la République de Corée autour de 2-3%. Voilà, donc l'évolution du budget des opérations de maintien de la paix, on voit que dans les années 2000, on était à 2,26 milliards de dollars, que aujourd'hui on est à environ 6,6, et qu'on a eu un passage autour de 8 milliards dans les années 2010-2015. Alors maintenant, après avoir décrit les différentes institutions et la finance, venons-en aux différentes phases du multilatéralisme onusien. Dans sa phase initiale, avant 1960, l'ONU et ses agences ont été au cœur du processus du développement. Le développement était essentiellement vu comme un ensemble de problèmes techniques pouvant être résolus par des experts, des médecins, des ingénieurs, des agronomes et économistes. La science et la technique dominaient le discours officiel pour améliorer le sort des populations via la modernisation, la planification démographique et d'autres méthodes de gouvernance. En bref, des professionnels en principe neutres devaient définir le problème et surtout la solution. Le multilatéralisme pour le développement est resté dominé par les normes de la technocratie, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le Conseil économique et social de l'ONU devait coordonner, donc on a vu l'existence tout à l'heure, devait coordonner la coopération internationale en matière de développement tout en promouvant le respect des droits humains et des libertés fondamentales, mais il n'a jamais eu beaucoup d'autorité, disent les auteurs. Dans les années 60, on a vu l'arrivée sur la scène des nouveaux États d'Asie et d'Afrique suite à la décolonisation, ce qui a fait gonfler d'ailleurs le nombre des États participant à l'ONU. Donc, ces États luttaient pour l'autodétermination, souvent avec l'appui de l'URSS.
L'ONU est devenue un forum utilisé par plusieurs États pour résister aux pressions des États-Unis et de ses alliés. Dans les années 1990 et le début des années 2000, l'ONU est entrée dans une nouvelle phase plutôt troublée sous l'influence de l'implosion de l'URSS. Les États-Unis et leurs alliés ont appuyé l'élargissement des mandats de l'ONU dans le cadre de conflits comme en ex-Yougoslavie, en Haïti, en République démocratique du Congo. Puis, il y a eu une multiplication des actions militaires sans consensus du Conseil de sécurité de l'ONU, donc comme en Afghanistan. On se rappelle également de l'Irak, de la Libye, et puis également de la Syrie, avec notamment la Russie, qui était puissance intervenante. Les politiques promues par le Fonds monétaire international, aujourd'hui, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce sont privilégiées au détriment des autres institutions et des programmes de l'ONU. Les pays riches préfèrent canaliser les fonds d'aide à travers leurs propres canaux bilatéraux pour promouvoir leur influence commerciale et politique auprès des gouvernements qui reçoivent l'aide. C'est le soft power dont on entend souvent parler aujourd'hui. Les traités, donc maintenant je vais parler des grands traités et de leur évolution au fur et à mesure du temps. Donc d'abord les traités relatifs à la défense, ils sont des traités d'ordre stratégique qui sont le reflet d'un multilatéralisme pérenne selon l'un des observateurs. Concerne la politique de maîtrise des armements ou de désarmement, c'est toujours un accord américano-soviétique qui était à la base de ces traités et qui permettait de regrouper autour de lui le plus grand nombre d'États possible. Ces traités, adoptés durant la décennie 1960 à la décennie 1990, sont toujours en vigueur. Alors, pour les citer, donc il y a le traité sur l'Antarctique qui date de 1959, le traité interdisant les essais d'armes nucléaires qui date de 1963, le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique en 1967, peu de temps avant la mission Apollo sur la Lune en 1968, le traité sur en 1969, pardon, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1968, et puis la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines en 1972 et la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1993. Ensuite, sont venus des traités, je dirais, du tiers-mondiste, qui sont, selon les observateurs, qui sont des traités qui ont été plutôt éphémères. Donc, ils ont été initiés par des puissances petites et moyennes qui ont mis à profit leur majorité des 2/3 automatiques à l'Assemblée générale. Comme je l'ai dit au départ, les votes se font au niveau de l'Assemblée générale avec une majorité des 2/3. Ils ont été très nombreux, ils ont joué de cette influence. L'Assemblée générale de l'ONU, elle était l'instrument des pays du tiers-monde, appuyés par les pays socialistes, mais les résolutions aisément votées n'ont débouché sur aucun résultat important. Par contre, on peut en citer un seul, enfin, le seul traité d'envergure, qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui date de 1982, qui doit s'appeler le traité de Montego Bay, et qui étend les compétences des riverains dans les espaces maritimes adjacents à leurs côtes, donc favorisant les pays pauvres, et qui établit un régime spécial d'inspiration redistributrice au profit des pays pauvres pour le fond des mers et des océans. Ensuite, bon, l'importance de cette convention de 1982 réside plutôt dans le partage des espaces maritimes que dans la solidarité internationale. Donc, il en est resté au moins
ce partage des espaces maritimes. Ensuite, le multilatéralisme commercial. Sur le plan des échanges économiques, la seconde partie du XXe siècle était dominée par le régime de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, donc le GATT, qui date de 1947 et dont les objectifs étaient libéraux. L'URSS et les pays socialistes en étaient absents. Après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont vu comme prioritaire le domaine de l'économie et du commerce international. Et je crois que c'est Bill Clinton qui en a été à l'origine, ou George Bush, je ne sais plus. Hein. L'accord dit de Marrakech donc a institué l'Organisation mondiale du commerce en 1994. Aujourd'hui, l'universalité de l'OMC est un objectif, non une réalité à ce jour. Il y a encore une trentaine d'États qui restent encore à l'extérieur. Les conditions d'admission sont assez rigoureuses, qui supposent que les États candidats respectent certains critères économiques et juridiques. L'OMC comporte une institution qui est le panel de règlement des différends qui règlent les différends entre les nations hein, sur le plan commercial. Ce panel des règlements des différends est bloqué depuis 2019 du fait de l'opposition des États-Unis relative à la nomination de nouveaux juges. Alors ça, c'était encore le cas sous l'ère Trump. Je ne sais pas ce qu'il en est sous l'ère Biden. Ensuite, on parle d'un multilatéralisme humanitaire et environnemental. Les deux concernent la sécurité humaine et ils s'adressent plus aux sociétés civiles qu'aux États. Ils visent à imposer des contraintes et à en conférer des droits. Les ONG sont souvent à l'origine de ces initiatives. Alors tout d'abord, la sécurité humaine. Diverses conventions conclues en matière de désarmement pour des raisons humanitaires et non plus stratégiques. On parle non pas d'armement, mais d'éliminer des armes que l'on considère comme pouvant infliger des dommages insupportables. Conclusion donc il y a eu plusieurs traités, l'élimination des mines antipersonnelles, la Convention d'Ottawa de 1997, les armes sous munitions, Convention d'Oslo de 2008, et puis sur le commerce des armes en 2013, mais non ratifié par plusieurs pays producteurs de ces armes. Toujours dans le domaine de la sécurité humaine, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, voté par l'Assemblée générale de l'ONU en 2017, n'est accepté par aucun des États détenteurs de ces armes. En l'occurrence, c'est une majorité de pays non dotés qui le soutiennent, et les pays européens sont divisés sur le sujet. Toujours en matière de sécurité humaine, la Cour pénale internationale a vu le jour en 1998. Bon, elle est en fonction véritable depuis 2002, mais l'absence de grands pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, la prive de concours indispensables. Elle n'a été jusqu'à présent, dit un observateur, qu'un couteau sabre de bois. Maintenant, passons à l'environnement et au climat. Il y a un réel effort de régulation internationale. Il y a eu la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc qui date de 1992. Parmi les accords, il y a eu le protocole de Kyoto qui tend à limiter les émissions de gaz à effet de serre en 1997. L'accord de Paris sur le climat, que tout le monde connaît, qui a été signé en 2015, bon, remis en cause ensuite par les États-Unis, puis avec l'ère Biden, les États-Unis sont revenus dans le giron de l'accord de Paris.
Bon, il s'agit en fait d'un multilatéralisme déclaratoire selon l'observateur qui est à l'origine de cette appellation. Les institutions, maintenant les autres formes de multilatéralisme. Alors il n'y a pas que l'ONU, il y a également d'autres institutions multilatérales. Donc les institutions multilatérales des pays riches, c'est d'abord la Commission européenne, dont on a parlé lors de la dernière réunion, le Conseil de l'Europe, qui abrite la Cour européenne des droits de l'homme, l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, avec 35 États, qui est un think tank sur les questions économiques mondiales, influençant la politique des gouvernements et des acteurs privés. L'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, donc elle compte 57 États participants d'Europe, d'Amérique du Nord, mais également d'Asie. Elle œuvre en faveur de la stabilité et de la paix, de la démocratie pour plus d'1 milliard de personnes, et son influence réelle sur le terrain est cependant limitée. Maintenant, après avoir décrit quelques organisations multilatérales des pays riches, parlons des organisations multilatérales non occidentales. Donc, le mouvement des pays non alignés, qui a été créé en 1955 par des pays qui venaient d'acquérir l'indépendance. Cette organisation multilatérale comprend aujourd'hui 120 États membres avec une mission de promouvoir les droits des États de se développer et leur solidarité. Une autre organisation voisine qui est le groupe des 77 qui a été créé en 1964, donc un peu moins de 10 ans plus tard, qui est une alliance informelle qui a pris forme pour relancer les revendications du Sud à l'ONU. Aujourd'hui, le groupe comprend 134 États membres et continue d'agir en tant que caucus informel au sein des institutions de l'ONU, mais n'a pas de réel pouvoir. Donc, c'est un organisme d'influence. Enfin, les BRICS, donc certains pays qui faisaient partie des 77 ont émergé économiquement en devenant des joueurs importants, voire majeurs du système international. Parmi ceux-ci, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui se sont regroupés sous l'acronyme de BRICS. Alors, maintenant, parlons des institutions multilatérales à caractère régional. Donc, il y a un mouvement réel vers le régionalisme. Donc, des rapprochements qui se font par le commerce. Donc, c'est par le prisme des échanges commerciaux que le régionalisme s'illustre le plus fréquemment sous la forme d'accords de libre-échange et d'unions douanières. On en entend beaucoup parler. L'accord de libre-échange nord-américain, qui est l'ALENA, qui a été créé en 1994, qui constitue une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il est devenu l'accord cadre, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique en 2020. Toujours en termes de commerce, le marché commun du Sud, le Mercosur, créé en 1991, regroupant 5 États membres, aujourd'hui 4. Les 5 États membres étaient à l'origine l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela ayant été suspendu en 2017 pour les raisons que l'on imagine. Ensuite, le Regional Comprehensive Economic Partnership, créé en 2020, qui est un traité de libre-échange asiatique promu par la Chine, qui regroupe 15 pays d'Asie et du Pacifique et concerne près du tiers de la population mondiale et 30% du PIB global. Alors, d'autres rapprochements se sont faits non pas uniquement par le commerce, mais des rapprochements par la communauté d'intérêts divers, donc culture, coopération économique, sécuritaire et militaire. Donc, parmi les exemples, l'ASEAN, l'Association of Southeast Asian Nations, fondée en 1967, qui compte aujourd'hui 10 États membres.
l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui réunit notamment la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et les républiques d'Asie centrale. Alors, il y en a bien d'autres. Citons l'Organisation des États américains, il y en a d'autres également, l'Union africaine. Maintenant, parlons des grandes puissances par rapport au multilatéralisme. Tout d'abord, les États-Unis. Alors, les États-Unis sont à l'origine de la création de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, mais les États-Unis n'ont jamais renoncé à l'unilatéralisme, même si elles ont été multilatéralistes au départ. Donc unilatéralistes cela leur paraissait nécessaire à la défense de leurs intérêts. Les motifs de retrait des accords multilatéraux ont été variés. Bon, les deux principaux sont des accords ou des mécanismes de coopération jugés inefficaces ou contraires à la préservation de la souveraineté américaine ou des obligations imposées par la Constitution américaine. Donc, notamment, on peut citer l'offensive contre la CPI par le président Clinton et qui en avait été pourtant un des instigateurs. Donc, c'est la Cour pénale internationale. Des motifs financiers impliquant le retrait de certaines institutions à plusieurs reprises dans l'histoire des États-Unis, on l'a vu récemment, notamment avec Trump, tout en conservant le rôle de membre observateur pour y exercer une influence, donc avec des retraits temporaires de l'UNESCO et de l'OMS. Maintenant, la Chine. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, en 2013, la Chine a multiplié les occasions de montrer son attachement au multilatéralisme et d'affirmer son statut de grande puissance. Avec une participation croissante aux opérations de paix, on a vu qu'elle était juste derrière les États-Unis en termes de contribution, et à l'envoi de contingents. C'est aussi un moyen de renforcer son influence dans plusieurs institutions. On voit également la Chine renforcer son influence dans plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies via la désignation de ressortissants chinois à leur tête. La stratégie chinoise se déploie dans différents autres domaines de commerce. La Chine fait un large usage du mécanisme de règlement des différends au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Au niveau du climat et de l'environnement, donc, elle a signé l'accord de Paris en se montrant bon élève. En termes d'armement, également, à l'image de la signature le 7 juillet 2020 du traité sur le commerce des armes, alors que la Chine est le deuxième fabricant d'armement du monde. Cette posture n'efface pas toutefois les positions controversées vis-à-vis du respect des droits de l'homme sur son territoire, puis sa politique expansionniste en mer de Chine du Sud. Donc, elle a sur ce volet une politique unilatéraliste dans la région. La Chine oppose le respect de sa souveraineté dans ce cas-là et le principe de non-ingérence dans ses affaires intérieures, comme le font les États-Unis et on verra plus tout de suite la Russie pour d'autres domaines. La Russie cherche, elle, à se replacer au centre du jeu stratégique mondial par le biais de l'ONU. Elle fait un usage intensif de son droit de veto, assimilable à une stratégie de blocage. Elle a, depuis 1991, fait usage de 25 fois de son droit de veto, contre 16 fois pour les États-Unis et 13 fois pour la Chine. Elle participe cependant à de nombreux organes et institutions spécialisées de l'ONU, puisqu'elle cherche sa stratégie, elle cherche à se replacer comme une grande puissance mondiale. La Russie mène en parallèle des actions bilatérales et régionales, en particulier depuis sa rupture avec l'Occident après la crise ukrainienne. Elle développe des alliances associant un petit nombre d'États dans une optique de défense de ses intérêts nationaux en Europe et en Asie.
notamment avec participant à l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, citons maintenant les points de convergence entre la Russie et la Chine. Elles veulent préserver toutes les deux leur souveraineté et revendiquent un statut de grande puissance. Ça ne fait aucun doute. Elles font un fort usage commun du droit de veto à l'ONU. Elles sont souvent de concert, elles ont souvent voté de concert. La Chine a souvent voté de concert avec la Russie. Elles promeuvent la synergie entre l'Union économique eurasiatique et la construction de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Elles font front commun dans les instances multilatérales contre l'unilatéralisme des États-Unis. Alors maintenant, parlons de coalition informelle. On a vu donc la position des grandes puissances, donc les États-Unis, la Chine et la Russie. Maintenant, il faut signaler des coalitions informelles et des alliances opportunes. Pour les États à tendance unilatéraliste, c'est un moyen de développer leur stratégie d'influence, donc tout en excluant des engagements fermes ou juridiquement contraignants. Pour les promoteurs du multilatéralisme, c'est un outil visant à obtenir des avancées sur des enjeux mondiaux et à dégager un consensus sur des sujets sensibles avant le lancement des discussions officielles. Alors, qu'en est-il? Quelques exemples. En 1975, il y a eu la création du groupe D7, puis en 1999 du groupe D20, qui réunissent les principales puissances économiques de la planète en formant des coalitions informelles et des alliances opportunes. En 1971, la création du Forum économique mondial de Davos, qui réunit non plus des États, mais des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, ainsi que des intellectuels et personnalités de tous les pays, afin de débattre des grands problèmes du monde contemporain. Donc cela en dehors des institutions formelles telles que l'ONU. En 2019, la France et l'Allemagne ont pour leur part lancé la création de l'Alliance pour le multilatéralisme avec comme objectif de défendre l'intérêt commun d'un ordre multilatéral respectant le droit international en contrepoids aux tendances unilatéralistes. Donc avec multiplication d'appels et de partenariats pour des actions concrètes. Donc l'appel à l'action humanitaire, donc l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Cependant, les États-Unis notamment et la Russie n'en font pas partie. Et puis le partenariat information et démocratie. Maintenant, quelques mots sur les risques de déclin du multilatéralisme, même s'il y a un ouvrage complet sur la crise du multilatéralisme, je parlerai des problèmes rencontrés par l'ONU, donc avec un manque de représentativité des principaux organes, donc notamment le Conseil de sécurité, qui compte 5 membres permanents qui dominent avec leur droit de veto. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement critiqué par la plupart des États qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité et non membres permanents. L'Assemblée générale, qui n'a souvent que l'apparence de la représentativité, avec, même si tous les États du monde y sont représentés, quasiment. Il y a d'autre part une multiplicité des institutions. Je n'en ai cité que quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui ont des objets plus ou moins communs. Et il est difficile de voir les différences entre elles. Donc elles se font concurrence entre elles, notamment pour obtention de financement. Et certaines d'entre elles, on peut dire qu'elles ont un manque de légitimité. Elles ne sont pas reconnues par les grandes puissances. Autrement dit. En termes de ressources et financement, on voit une diminution des ressources. L'ONU ne bénéficierait que de 13% des ressources multilatérales
contre 30% en 1990. Les gros donateurs ont tendance à définir les orientations macroéconomiques et les imposer au reste du monde, ce qui ne plaît pas à tout le monde, bien entendu. Il y a toujours une influence disproportionnée au niveau de l'ONU de la part des États-Unis, qui continuent d'exercer une influence au travers du choix des institutions et programmes qu'ils financent. Le deuxième problème, c'est après l'ONU, c'est la fragilité des États. Donc, il y a 51 États à l'ONU au départ. On en compte aujourd'hui près de 200. Il y en a exactement 193. Beaucoup sont affaiblis, ainsi que les organisations multilatérales qu'ils ont inventées, notamment, comme nous avons cité, le groupe des 77 notamment. Il y a une influence croissante des sociétés privées transnationales. Donc on a vu avec le Forum international de Davos. Et puis, enfin, l'autre point, c'est le retour des nationalismes, le déclin du multilatéralisme et la conséquence de la montée des nationalismes. Pour qu'un système multilatéral fonctionne, il faut qu'aucune nation ne mette ses intérêts au-dessus de tous les autres. C'est ce que dit Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut des recherches internationales et stratégiques qu'on voit souvent sur le petit écran, notamment sur la 5. Bon, j'en terminerai avec des réflexions et perspectives qui ne sont pas les miennes, mais celles des différents observateurs qui ont servi à cette synthèse. Donc, après la crise de 1929 et après la Seconde Guerre mondiale, la création d'une multitude d'institutions internationales a reflété la conviction d'un monde où la paix repose principalement sur des rapports de force et où chaque État prend ses décisions avec le seul outil de son intérêt national. C'est un monde plus imprévisible et plus dangereux. Deuxième point, l'ONU est aujourd'hui beaucoup plus qu'un forum, donc un point positif où se négocient des compromis, c'est beaucoup plus qu'un forum. Les organisations régionales ou sous-régionales apparues dans les 60 dernières années sans prétendre à la même universalité ont cependant participé de la même ambition d'évoluer vers une véritable société des nations. Aucun pays n'a une politique uniquement multilatérale ou unilatérale, mais chacun mesure, selon les événements et ses capacités, la perception de ses marges de manœuvre et sa stratégie. Les grandes puissances n'hésitent pas à faire preuve d'unilatéralisme, on l'a vu, lorsqu'elles en éprouvent la nécessité, dénonçant comme d'inacceptables ingérences l'avis d'autres nations en cas de désaccord. C'est le cas des États-Unis, de la Russie, de la Chine, pour ne citer qu'elles. Certains privilégient le bilatéralisme et le régionalisme comme instrument de leur politique extérieure. D'autres, comme la Chine, font un usage intensif des outils multilatéraux pour asseoir leur statut de grande puissance. Enfin, dans un monde globalisé, le multilatéralisme est plus une nécessité qu'un choix, dit un observateur. Enfin, les grands défis qui se posent à l'humanité, donc la dégradation climatique, lutte contre les pandémies, la sécurité collective, lutte contre le terrorisme, la résorption de la misère, ne peuvent pas être résolus unilatéralement, mais par un effort commun et concerté. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé magistral et qui synthétise bien tout le sujet. Je crois que tout le monde peut réallumer ses micros parce que tout le monde puisse intervenir. Hein. Alors, quelqu'un veut-il engager la discussion sur le sujet? On peut peut-être supprimer la présentation, là, on se verra mieux. Hein. Pour supprimer, je reviens. En haut, vous faites arrêter le partage. Nouveau partage. C'est en vert. Hein. En haut, vous avez un bouton rouge, arrêter le partage.
Oui, c'est bon. Voilà. 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 Là, c'est mieux, on se voit mieux, c'est plus Oui. facile pour discuter. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, je voudrais poser une question par rapport à la Turquie. On ne voit jamais apparaître la Turquie. Or, la Turquie, c'est un grand pays qui menace beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Et quelle est la position voilà, de la Turquie par rapport à l'ONU, tout ça? Ben, la Turquie est membre de l'ONU, bien entendu, hein, comme les autres États. Bon, elle est aussi membre de l'OTAN, donc elle est dans les institutions multilatérales. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. En fait, elle est à cheval sur les deux mondes, le monde asiatique et le monde européen ou atlantique. Et tout le problème de la Turquie, c'est qu'elle est membre de l'OTAN pour des raisons qui étaient liées aux États-Unis au moment de la guerre froide. Et donc, elle joue habilement sur les tensions internationales pour, en fonction des circonstances, disons, se mettre du côté de l'Orient ou se mettre du côté de l'Occident. L'ambition du dirigeant actuel, elle est claire, il veut redevenir le nouveau sultan de l'Empire ottoman. Il veut reconstituer l'Empire ottoman, comme Poutine veut reconstituer l'Empire russe, etc. etc. C'est des logiques d'impérialisme, si vous voulez. Hein. Alors aujourd'hui, ce n'est pas très facile parce que lui, il a pas, même si au niveau local, il a des moyens militaires, il sait très bien que ces moyens militaires ne sont pas à la dimension d'une politique impérialiste agressive. Donc, il essaye de ménager la chair et le chou. Il tient par la barbichette l'Union européenne avec l'histoire des réfugiés, hein, en disant bah, si vous m'embêtez un peu trop, eh ben, je vous balance les 2 millions de Syriens que j'ai chez moi, et puis vous débrouillez avec. Hein. Donc, il a une position de maître chanteur bien placé au milieu de ce jeu très compliqué, si vous voulez. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de discutailler ici ou là avec différents organismes pour tenter de limiter. En clair, il n'y a aucune autorité supranationale, le problème vient de là, supranationale acceptée par tout le monde pour taper sur les doigts de ceux qui ne respectent pas la règle. Et ça, on ne sait pas faire. Si on savait faire, ça se saurait. Ça n'a jamais existé, jamais dans l'histoire, et je crains que ça n'existe jamais. Voilà. Oui. On voit que le Conseil de sécurité, d'ailleurs, a très peu d'influence sur la Syrie, Oui. dans la crise syrienne. Hein. Mais de toute façon, le Conseil de sécurité il doit être à la résolution numéro 2800 ou 2900 ou de 3000. Oui. Je rappelle quand même que historiquement, il n'y a qu'une seule résolution où il n'y a eu aucun vote négatif, c'est celle de la Fondation des Nations Unies. Toutes les autres, sans aucune exception, ont des voix contre, sans aucune exception. Sur les 2800 ou 2900 résolutions de l'ONU, il y a des voix contre. Dans un système démocratique, dans un pays, je rappelle que la règle démocratique, c'est la dictature de la majorité. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont voté en plus grande quantité pour telle ou telle action, telle ou telle résolution, qui ont le droit de la faire et de l'imposer à ceux qui ont voté contre. C'est ça la règle de la démocratie. Alors déjà, comme il n'y a qu'1 million de personnes 1 milliard de personnes sur 7 milliards qui font semblant de croire à la démocratie, donc quand on dit ça à Poutine ou à Xi Jinping, ils rigolent. Hein. Donc tous ces pays illibéraux, ils ont inventé, ils ont dit, vous voulez de la démocratie, ben, on va vous mettre des députés, des machins, des trucs et tout, on fait un parti unique, ou même on fait plusieurs partis, mais le parti unique est hyper dominateur, et puis ben, vous voyez, on est démocratique puisqu'on a des institutions, et fermez-la, quoi. Dans le système démocratique occidental, on va dire,
on vient de le voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis, eh bien, il n'y a pas de continuité sur le long terme de la politique, par nature, par nature. Monsieur Trump a fait des choses, ben, je ne veux pas recommencer, donc celui qui vient après, qui l'a battu, va passer tout son temps à défaire tout ce qu'il a fait. Et il est très possible que le coup d'après, à nouveau, on ait une autre personne, soit Trump, soit un autre, qui fasse à peu près le contraire. Donc c'est ça l'énorme difficulté des démocraties. Les démocraties n'ont pas de continuité. D'ailleurs, c'est l'argument de Poutine en disant votre système, il n'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de politique à long terme pour traiter les problèmes du monde, et votre système empêche que vous puissiez faire des politiques à long terme. Donc, même les démocraties ont un discours qui n'est pas très homogène au niveau rationnel et intellectuel. En disant la démocratie est légitime pour des raisons éthiques, mais elle n'est pas efficace par nature. Elle n'est pas efficace par nature. Winston Churchill l'a très bien dit, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, hein, pour des raisons éthiques et pas pour des raisons d'efficacité. Oui, alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'effectivement, c'est la démocratie est la conséquence de la faiblesse de l'Europe, enfin de la communauté européenne sur la scène mondiale? Est-ce que c'est pas la cause, mais disons c'est un facteur qui contribue, mais surtout le fait que l'Union européenne, on a mis le mot union parce qu'on en avait vraiment besoin pour se convaincre qu'il y avait une union, et contrairement à tous les autres blocs, ne veut pas, pour des raisons également idéologiques et éthiques, avoir une politique de puissance. Toute la difficulté de l'Union européenne, elle est là. Elle ne veut pas avoir de logique de puissance. Tous les autres blocs ont encore une logique de puissance. La Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Afrique, j'en parle pas parce que c'est le terrain de jeu de toutes les autres puissances, mais ont une logique de puissance. L'Europe, elle dit, moi, je respecte les traités internationaux, enfin, elle dit formellement, je respecte les traités internationaux, attention, il y a la TPI, les machins, ou attention, je vais vous faire les gros yeux, je vous vais montrer du doigt et tout, mais disons, c'est un peu le gamin qui dit au milieu de la cour, qui se fait tabasser par tous les autres, en disant, je vais le dire au maître, parce que tu m'as tapé sur la gueule, hein. Voilà, ben, oui. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution au miracle, malheureusement. Non, mais moi, je crois beaucoup plus, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous l'aviez mis dans l'introduction, sur le système des informels, qui des fondations et qui des ONG. Bien que les ONG, j'ai beaucoup on peut en parler aussi, hein. Les ONG, c'est le poil à gratter du système. Alors, le défaut des ONG, ce n'est qu'un poil à gratter. Et donc, c'est bien une fois qu'on a bien gratté, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein, voilà. Les moyens d'action, ce n'est pas les ONG qui l'ont, c'est encore les États, hein, bien sûr. Et c'est eux qui sont à l'origine des accords. Oui. Humaine, il y a un lobby d'influence. un lobby important. Bon, bah, il faut qu'il existe. Le seul reproche que je leur fasse, c'est que des contre-lobbies, on va dire, qui donnent des orientations qui peuvent être différentes, n'existent pas parce qu'elles sont dans le giron des États, hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de la communauté des États qui est comme, je dirais, un animal qui a des insectes qui le piquent de partout, c'est les OGM, et puis qui essayent de s'en débarrasser tant bien que mal. Et puis quand ça va mal, bon, et on leur tape un peu plus fort sur la tête. Une fois qu'on a tué une mouche qui vous pique un peu trop fort, il y en a 10 autres qui arrivent pour vous piquer ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu insoluble.
Alors, par contre, mais ça, ce n'est pas dans notre culture européenne. Vous avez cité la fondation de Bill Gates, je pense que c'est un bon exemple. On pourrait citer Soros, hein, le hongrois, là, qui a fait le spéculateur hongrois, mais qui a fait beaucoup pour aider la transition dans les pays ex-communistes. Donc, c'est des gens qui ne sont pas des ONG et qui sont des lobbies, on va dire, mais qui œuvrent dans une voie un petit peu différente. Bill Gates, enfin, j'ai lu le bouquin qui vient de sortir là. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a lu là, sur le réchauffement climatique. Lisez-le. D'abord, c'est un bouquin fait pour le grand public, c'est-à-dire même si vous êtes complètement incompétent, vous le comprendrez à peu près. J'ai été un peu méchant, j'ai dit oui, ça a été fait pour les gilets jaunes. Mais parce que c'est écrit d'une façon très café du commerce. Alors, c'est la première impression qu'on a en le lisant. Puis après, quand on rentre un petit peu plus fort, on dit ah ben oui, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors bon, la partie analyse des problèmes et propositions de solutions, je la trouve pas mal, moi, à titre personnel. Par contre, les conclusions sur la façon de s'y prendre, ben, il retombe un peu, il n'a pas de solution miracle, il a dit ben, faut que les États s'en occupent. Alors, bah oui, d'accord, ben c'est ce qu'on dit depuis qu'on fait des forums mondiaux, hein, le Kyoto, Paris et tout. Il faut que les États s'en occupent, il faut faire des normes, des tout. Ça, on a tout ce qu'il faut pour faire des normes. Hein. On est vachement bien équipés dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est pas de faire des normes, c'est de les faire appliquer. Et c'est là que ça coince. Et donc, alors, ce qui dit un petit peu, aussi, il y a une idée un peu nouvelle dans son, mais c'est la philosophie libérale, il dit, en substance, il faut trouver un moyen, grâce à la technologie, de faire que l'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique soit payante pour le secteur privé. Et donc, il donne des pistes pour faire ça. Pour dire, parce que les États eux-mêmes ne pourront pas tout faire, tout simplement parce qu'on a vu avec le phénomène gilet jaune, si on prélève encore plus sur les gens au niveau économique pour financer la transition écologique, tout de suite, il y a les piquants qui sortent et ça fait le phénomène gilet jaune, mais qui est un phénomène, j'allais dire, qui peut se produire n'importe où dans le monde. Donc, il faut faut qu'on trouve un autre robinet pour alimenter la pompe. Et l'autre robinet, c'est d'arriver à convaincre je ne sais pas si vous avez lu, il y a le PDG de Total là, qui a fait une interview là, dans Le Point, là, ou dans l'Express, je ne sais plus, dans un magazine grand public, qui dit maintenant les grandes majors européennes du pétrole sont convaincues que le pétrole ça a eu payé, quoi. Donc, il faut qu'on s'investisse à mort dans les énergies renouvelables. Mais pas du tout pour des raisons éthiques ou philosophiques, pour des raisons de business. Donc, il le dit. Alors, on verra ce qui va se passer. Hein. Mais alors qu'il dit bien très clairement que tous les majors américaines, par exemple, sont contre ça. Et dit, nous, on est là pour pomper du pétrole, on en pompera jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et on est là pour vivre sur le business du pétrole. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Et on pourra bien mettre toutes les normes qu'on veut. Quand les gens veulent pomper, ben, ils pompent, c'est tout. On pompe pour empêcher de pomper, c'est paradoxal, pour empêcher de pomper, il faut que le pétrole soit pas cher pour qu'on puisse plus faire d'investissement. Mais si le pétrole n'est pas cher, ben, on va le consommer, c'est-à-dire on va faire du CO2. Donc si le pétrole devient cher, c'est vachement intéressant de continuer sur ce qui reste, de le vendre très cher et puis de continuer à financer non pas des industries renouvelables, mais de continuer
à faire du pétrole de schiste et tutti quanti, hein, et d'aller dans l'Arctique pour aller percer des trous, etc. etc. Voilà. Donc, c'est pas si simple tout ça. Hein. Si c'était simple, ça se saurait. Hein. Mais moi, je dis à quelque chose, malheur est bon, ben vous l'avez bien dit dans votre exposé, tout ce bazar, ce machin, comme disait De Gaulle, hein, il a tous les défauts du monde, sauf celui d'exister. Et donc, les gens discutent d'une manière ou d'une autre, d'une façon. Moi, j'ai très peur de la période actuelle où on a empêché tous les contacts physiques entre tout la jet set, on va dire. Hein, et on sait que les compromis s'élaborent quand les gens se rencontrent physiquement, se connaissent individuellement et physiquement. Faire des négociations en visioconférence, c'est de la science-fiction. Parce qu'on ne voit que des, comme là en ce moment, on voit un trombinoscope, des gens qui opinent de la tête, et puis une fois que c'est fini, on appuie sur le bouton arrêt, c'est terminé. Hein. Alors que toutes les négociations, ça se passe dans les couloirs d'hôtel, et ça ne se passe pas dans les grands forums et bonheur, ça se passe dans les réunions privées, les dîners d'affaires, les machins. Est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, manifestement. Le groupe Bilderberg, c'est un Davos secret, on va dire, hein, pour faire court. Hein. C'est un truc qui a été fondé par la famille royale néerlandaise dans les années 60 pour discuter des affaires du monde. Alors, on sait que ça existe. Ce nom de Bilderberg, c'est le nom de l'hôtel, du premier hôtel dans lequel ils ont logé quand ils étaient en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Voilà. Et après, tous les ans, il y a une réunion Bilderberg dont on ne parle pas parce que par définition, il y a des journalistes qui sont invités, mais ils signent une charte en disant vous ne révélerez jamais qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion. On sait juste par des fuites quand même la liste des participants par pays. Et il n'y a jamais de rapport, il n'y a jamais de choses qui sortent de ce truc-là, mais le dialogue des puissants, il ne se passe pas à Davos, il se passe dans la réunion Bilderberg. Alors, vous cherchez sur Internet Bilderberg, et puis... Sur Wikipédia, il y a un article. Ah, oui. Vous verrez ce que c'est. Et tous les ans, il y a à peu près 4 ou 5 Français qui sont invités à Bilderberg. Des gars comme Strauss-Kahn. C'est jamais les mêmes. Hein. C'est-à-dire tous les ans, on renouvelle les invitations avec des grands chefs d'entreprise, des politiciens et également des journalistes, mais qui signent l'engagement de rien dire. Alors bon, ça sent un peu la mafia, hein. Mais ça existe. Et comment voulez-vous? Essayez d'imaginer, vous voyez, on voit à la télé, les gens, vous voyez par exemple l'Europe. Vous voyez un grand raout là où il y a des drapeaux, ils sont tous en rond autour de la table et tout et tout. Il y a quand même des gars qui sont derrière pour souffler à l'oreille du gars qui cause. Voilà, Liliane doit nous quitter. Hein. Donc, elle vous remercie pour la présentation. Allez, au revoir Liliane. Donc, bien évidemment, la discussion, bon, il peut y avoir des prises de bec intéressantes dans la table ronde, on va dire, mais bon, c'est plus c'est comme à l'Assemblée nationale, c'est du théâtre, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle. Par contre, les vrais compromis et les choses comme ça se passe forcément dans la coulisse et ça a au moins le mérite disons, d'exister.
Bon, moi, je n'ai pas de solution magique à proposer, mais il faut que tous ces systèmes subsistent. Peut-être on pourrait un peu sabrer là-dedans, parce qu'évidemment, il s'est créé une bureaucratie absolument démentielle autour de tout ça, et qui vit un peu sur la bête, quoi, on va dire. Hein. Et bon, qui n'est pas forcément d'une efficacité redoutable. Ah, il y a un autre problème moi, que j'ai bien connu moi, avec la communauté européenne, enfin, quand c'était encore la communauté européenne. Je cite toujours cette anecdote parce que j'ai joué un petit peu à Bruxelles dans des discussions sur des normes techniques. Hein, et là, j'avais été un peu. J'avais bien sûr. Et c'est ça l'intérêt d'aller dans ces structures, c'est qu'on apprend des choses, comment ça se passe derrière le rideau. Quoi, hein. Et en particulier à Bruxelles, vous avez. Il y a la commission, et puis tout autour de la commission, chaque pays a une espèce de délégation, c'est l'équivalent d'une ambassade, qui est le groupe des politiciens et hauts fonctionnaires qui sont les correspondants de la commission pour discuter de tous les sujets. Et donc, ces gens-là qui sont physiquement sur place ont délégation de leur gouvernement pour participer aux travaux très variés de la commission. Et ensuite, donc ils prennent des positions, parce qu'ils ont un cadre général, mais ils prennent des positions, pas personnelles, mais enfin, qui pensent judicieuses pour leur pays, défendre les intérêts de leur pays. Et puis après, ils rentrent à Paris, et puis ils se font, enfin en France, ça se passe comme ça, ils se font tringler, et ils prennent des baffes dans la gueule en permanence en disant comment ça se fait que vous avez défendu une position aussi comme ça? Je vous interdis vous êtes débile, machin comme ça. Et donc, en France, la carrière d'un haut fonctionnaire dépend de Paris, elle ne dépend pas de Bruxelles. Donc, les gars, quand ils ont pris 3 ou 4 claques dans la figure, ils disent, bon, d'accord, machin, ils sont silent partners, c'est-à-dire, ils vont dans les réunions, mais ils disent rien parce qu'ils ont peur de se faire engueuler quand ils rentrent à Paris. Alors, à contrario, moi j'ai assisté à des réunions, c'est une chose qu'on ne sait pas, l'Union européenne, est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est à cause des Anglais. Les Anglais ont imposé leur système de libre-échange et de libéralisme à tout crin à la communauté européenne dans des commissions où ils étaient surreprésentés. Moi, dans les réunions techniques, ça ne parlait pas de commerce, où j'étais, il y avait 10 experts, il y avait 6 Anglais tout le temps, hein, et un Allemand, un Français quand j'y étais, et un Italien. C'était tout. Et quelle est la position qui était prise? C'était la position des Anglais. Les Anglais ont fait de l'entrisme massif à Bruxelles pendant les 40 ans où ils ont été à Bruxelles. Parce qu'ils disent, nous, on est actifs là-dedans, nous, on appuie sur les boutons et on tire les ficelles et on appuie sur les manettes. Voilà comment ça fonctionne avec la mentalité anglo-saxonne. La mentalité française, non, il faut demander au chef, est-ce que j'ai le droit de dire, pas de dire. Voilà. Ah, vous savez, j'en ai trop vu des choses dans j'ai fait des cocktails dans l'ambassade de France à Washington où j'ai entendu des choses qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. Enfin, j'en avais plus qu'aujourd'hui sur la tête, où on disait, les Français sont nuls, quoi. Pour faire court, c'était ça. Parce que les Français, ils ne pensaient pas du tout à défendre les intérêts de la France, ils magouillaient à Washington pour savoir quel allait être leur prochain poste dans le corps diplomatique du Quai d'Orsay. C'était ça leur principal sujet d'intérêt. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans les autres ambassades. C'est Véron qui me racontait l'histoire. Véron, il est à Bagdad, comme vous le savez. Donc, Véron, dans toutes les ambassades, il y a une délégation d'aide au développement économique, développement des exportations dans le pays en question. Hein. Il disait, dans l'ambassade de France à Bagdad, il y avait
24 personnes qui s'occupaient de cette chose-là. Et dans l'ambassade d'Italie, il y avait une demi-personne qui s'occupait du même sujet. Mais le chiffre d'affaires de l'exportation des Italiens en Syrie, avant la guerre, il était 10 fois supérieur à celui de la France. Parce que les gens qui s'occupent du développement économique, ils discutaient qu'avec le PDG de Total et le PDG de ceci et le PDG de cela. Mais ils ne discutaient jamais avec les PME parce que ça n'existe pas. Quand on va dans les délégations commerciales d'une ambassade de France, vous demandez mais comment ça marche pour le machin. Ah ben, on discute avec les grands groupes français. Le reste, ça n'existe pas. On ne les connaît pas. On n'a pas le temps d'abord de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. Nous, on ne connaît que les grands chefs. Voilà. Donc, on est très mauvais dans le développement économique. J'ai trop d'exemples personnels qui montrent, alors je sais bien qu'il est de bon ton, tous les Français qui crachent dans la soupe et disent qu'on est nul, mais au moins dans ce domaine-là, j'ai pu constater qu'effectivement, on était nul. Voilà. Mais c'est culturel, c'est pas parce que les gens veulent rien faire, c'est parce que un haut fonctionnaire ne s'occupe pas du sujet pour lequel il est payé, il s'occupe de gérer sa carrière. C'est ça sa motivation, un haut fonctionnaire français. Voilà. Oui, ça confirme l'expérience que j'avais eue aussi avec un haut fonctionnaire qui déléguait, lui, il déléguait la totalité, mais il ne s'occupait que de ses voyages, sa carrière. Donc, je crois beaucoup plus, les Français seraient plus efficaces s'ils faisaient comme les Anglo-Saxons, rentrer dans des cercles de lobbying un peu informels, externes au système institutionnel, qui fassent que ce soit plus efficace. Alors ça, c'est un peu difficile à dire parce que Macron en particulier est un défenseur public du multilatéralisme, mais le corollaire qui est derrière ça, c'est de dire c'est multilatéralisme, mais notre système en back-office, il est efficace. Ben non, monsieur Macron, il ne l'est pas. Hélas. Et ce n'est pas de votre faute, le mal vient de loin. Hein. Mais il ne suffit pas de dire j'appuie sur le bouton et puis ma délégation va s'en occuper. Ça ne marche pas parce qu'elle ne s'en occupe pas. Elle s'en occupe mal. Hein. Les seuls qui marchent bien, on les voit. Au moins Macron, il a mis Thierry Breton comme commissaire européen après les péripéties que vous savez. Eh ben, monsieur Thierry Breton, Madame von der Leyen, elle a dit vous allez voir dans les usines si ce que les gens nous racontent, les machines sont bien capables de sortir les vaccins qu'on nous promet. Je ne parle pas des engagements contractuels, je parle de la réalité matérielle, physique de capacité de production. Et il est allé voir. Alors déjà, le fait que ce soit lui qui aille voir, ça a eu un certain degré de crédibilité, ça montre l'image quand même qu'il avait dans le système. Je parle même au-delà de la France, de l'Europe. C'est un ingénieur. Il y en a tellement peu, enfin je vais encore prêcher pour ma chapelle. Les ingénieurs savent de quoi ils parlent. Quand on parle de technique, ils sont censés savoir de quoi ils parlent. Tous nos beaux dirigeants politiques, Macron en tête, il a le handicap terrible de ne pas avoir de formation scientifique. C'est terrible, de scientifique. Il a une licence de philo. Comment ? Il a une licence de philo. Il sort de… Il a une licence de philosophie. Oui, ben oui, mais il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Non. C'est très bien d'avoir une licence de philosophie, mais au bout d'un moment, son degré de compréhension Je suis d'accord. des tripes de l'ingénieur qui sera forcément supérieur à ce qu'un philosophe peut percevoir de ce qu'un technicien lui raconte. D'accord. Hein?
Voilà. D'accord. Mais vous les prenez tous les uns derrière les autres. On se balade entre les philosophes, les littéraires et les avocats. Voilà les hommes qui nous dirigent. De temps en temps, on a des médecins, ils sont un peu moins mauvais que tous les autres, parce que non, mais les médecins, ils ont quand même un substrat de formation scientifique. Hein. Oui, il y a un minimum. Même si ce n'est pas forcément technologique. Mais bon, ils ont quand même… Mais c'est dramatique. Les gens comprennent. Oui. Le dernier dirigeant qu'on a eu, qui était un ingénieur, vous le connaissez, hein, c'est Giscard. Giscard, oui, oui. Et Giscard, il a lancé le téléphone, il a lancé l'espace, il a lancé le TGV, il a lancé le nucléaire. Et après, depuis, ben, ma foi, on philosophe. Voilà, c'est sympa, on fait de l'éthique, on fait de la sociologie, on fait de la politique, machin, mais c'est sympa dans un monde hyper technologique. Alors, Macron, comme il est très bon, il est très intelligent, il comprend quand même les choses au sens politique du terme. Il fait des laïus sans arrêt, enflammés. Il faut qu'on soit indépendant sur les puces, sur les vaccins, sur les médicaments, enfin, je les prends tous derrière les autres, le cloud, etc. Bravo, bravo. Hein. Et après, bon, ben alors, comment le système derrière va mettre en musique ce que tu dis magnifiquement là-dessus? Et donc, comment tu vas percevoir si ce que tu proposes a une chance raisonnable de se réaliser, quoi. Voilà. Et ben là, il y a un gap. Hein. Ouais. Un gap qui peut compenser partiellement, parce qu'on a bien vu qu'il n'était pas idiot, hein, qu'il a quand même des capacités, ce monsieur. Mais ça suffit pas. Moi, je me souviens toujours de Jancovici. Je vous avais déjà parlé de Jancovici. Il est venu une fois à l'UTB. Là, c'est un gars qui est un pape du réchauffement climatique. Donc, c'est un polytechnicien qui est très brillant, qui fait des grands exposés qui sont très pédagogiques et tout et tout. Et alors, je lui posais, parce que j'ai pu déjeuner ou dîner avec lui à plusieurs reprises, alors je lui ai posé, mais comment vous percevez le personnel politique? Ah, il me regarde comme ça, puis il me dit, alors c'était du temps de Raffarin, hein, le gouvernement Raffarin III. Oui, oui, Raffarin III, bon, ben, il y a 42 ministres et secrétaires d'État. C'est le tarif actuel, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, oui, mais alors ben, il me dit, sur ces 42, il y en a un et demi qui a une formation scientifique. Point barre. Et quand j'essaye de discuter avec les cabinets, c'est la troisième couche, le sous-cabinet, où il va trouver un expert qui est de son niveau pour parler du sujet. Et ce sous machin va faire la fiche qui sera très bien faite, qui va recommander au niveau du dessus de le montrer au niveau du dessus et encore au niveau du dessus pour que ça arrive d'une façon synthétique au décideur qui est le président de la République ou le Premier ministre. Pas facile, hein? Pas facile. Je ne veux pas vous saper le moral, mais… Non, mais je reprends un truc que vous disiez tout à l'heure. Moi, je vais être positif. Vous disiez du mal des démocraties. Quand vous regardez sur 2000 ans d'évolution, ce qui s'est passé dans les démocraties, l'évolution de confort, de qualité de vie, de médecine, de tout ce que vous voulez, les démocraties ont quand même beaucoup plus avancé que les dictatures. Comparez-vous aux Russes, les dictatures russes, les dictatures chinoises, en Europe, la dictature de l'Espagne, etc. Les démocraties ont plus avancé que les dictatures. Certes, mais elles n'y sont pour rien. Ah bah oui, mais on ne peut pas dire que le système est mauvais. Non, non, non. Le résultat en 2020, il est meilleur que les autres. Prenons le berceau de la démocratie moderne qui est la Grande-Bretagne. Tout son développement. Vous allez dire la Grèce, hein, parce que l'arrivée en 2020 n'est pas terrible.
Mais bon, la Non, mais, Grande-Bretagne. prenons ça sur le long terme depuis la glorieuse révolution, donc on va prendre une période significative, avec toutes les péripéties de la démocratie à l'anglaise, le développement, le décollage économique de l'Angleterre, du Royaume-Uni, la démocratie, il n'y a pour rien. Elle s'en est même pas rendue compte. Non, Non, je suis pas d'accord. Vous elle- ne pouvez pas elle- dire que c'est pour rien quand vous faites le constat. Dites j'ai pas réfléchi à vos sujets, j'ai pas d'idée en tête. Dites-moi une dictature qui a avancé plus vite que les autres. Aucune. La Turquie avec Suleiman, etc., ils ont dominé. Ça a donné quoi? la Chine, Les Chinois, ça a donné quoi? Ils ont inventé les feux d'artifice. non, Jusqu'à aujourd'hui, la Chine depuis 40 ans. Là, elle vous mettez sur 2000 ans. il y a plat de couture. Ouais, sur 40 ans, non. Moi, 40 ans, c'est une dictature. Moi, je pense que ça va. Pour moi, la Chine, ça peut pas durer. Ça va s'arrêter. C'est pas Ça va évident. s'arrêter parce que justement, c'est pas une démocratie et qu'il y a un moment où les Chinois vont refuser le système. Vous avez quand même un système qui est sans protection sociale, Oui. sans retraite, Oui. sans rien du tout. Oui. C'est catastrophique le régime Oui. chinois. Oui, mais il n'y a pas d'alternative sur place. L'alternative, elle est démocratique. Si à un moment donné, le système explose. Eh bien, il n'explosera pas. Non, mais l'explosion, ça a déjà arrivé, c'est le changement. Moi, je suis pas là. Non. Et- La Russie, ça a explosé. C'était quand même verrouillé, la Russie, l'URSS. Oui. On n'a jamais imaginé que ça allait péter parce que c'était tellement verrouillé par le Parti communiste, par le système des sections communistes, enfin, etc., des cellules, etc. C'était archi verrouillé. On imaginait, moi, j'ai jamais imaginé que ça allait exploser aussi rapidement. Personne. Parce que ça a pété en 89, et ça a commencé à se fendiller 2-3 ans après. Ça n'a pas mis longtemps. Oui, oui, oui. Et ça a pété. Oui, mais parce qu'il y avait une mosaïque ethnique qui était sous-jacente, qui était Non, mais d'accord. l'explosion. Et ça a En pété. Chine, ça n'existe pas. Les Han, ils font 94% de la population. Donc, qu'est-ce qui se passera quand ça ira mal en Chine? Parce que ça ira mal à un moment ou à un autre. Oui. Eh bien, la dynastie des Xi Jinping va être dézinguée complètement et il y a une nouvelle génération d'oligarques qui viendront, comme ça s'est passé en Russie, et qui les remplaceront. Mais le système ne sera pas changé. Non, moi, je suis plus optimiste que vous parce que j'ai vu, bon, j'ai 70 ans, hein, donc vous voyez, j'ai vu la même histoire, on a tous vu la même histoire. Regardez tout ce qu'on a vu péter. On a vu péter tous les pays de l'Est, l'explosion de la Roumanie, on a vu exploser le franquisme en Espagne, Salazar au Portugal. Toutes ces dictatures ont explosé de notre vivant. On a vu exploser ça. Et il y en avait qui étaient verrouillés. Le franquisme, c'était drôlement verrouillé, l'Espagne. Rappelez-vous les années 60. Mais sous-jacente, il y avait une dynamique économique qui était puissante pour faire Oui. du développement. Eh ben, Aujourd'hui, elle a disparu. en Chine, il y aura une dynamique. Franchement, le système chinois, avec, je ne sais pas si vous avez vu, le début de la pandémie, où les gars vendaient les machines à coudre au 10e de leur prix, parce que les entreprises disparaissaient et les gens retournaient dans leur campagne Oui. pour Non, mais le vous planter ne du pouvez riz. peut-être pas dire que la Chine, c'est bien. Non, et ce que je veux dire, non, mais bien sûr, je vous connais suffisamment pour ne pas douter de vous sur ce sujet, mais simplement ce que je veux dire, il y a un moment où ils ne vont plus le supporter, où les jeunes générations ne vont plus le supporter. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas la statistique aujourd'hui, il y avait en Chine un dentiste pour 100 000 habitants. Oui. C'est comme si en Saône-et-Loire, pour se fixer l'esprit, il y avait 5 dentistes. Vous imaginez le cirque? Oui. Vous imaginez les gens qui se tapent la tête contre les murs le matin, pas dormi de la nuit, etc. Oui. C'est ça la Chine. C'est un pays hyper sous-développé avec une espèce de vitrine fantaisiste pour moi, qui fait illusion. Mais derrière, il y a des gens qui vont plus supporter de ne pas avoir de protection sociale, de ne pas avoir de médecin, de ne pas avoir de dentiste.
les médecins chinois, les médecins de trottoir, ça va 5 minutes. C'est pas possible. Qu'il y ait une révolte, c'est probable, mais je suis très sceptique sur le fait que ça va se traduire par un changement démocratique. Non, Un changement, ça dépend de ce que vous appelez un changement démocratique. Moi, je dis, mais par provocation, que Poutine, en ce moment, la Russie n'a jamais connu dans toute son histoire un moment aussi démocratique qu'en ce moment. Oui. Vous lancez ça dans les dîners à table, vous vous faites assassiner. Puis au bout de 5 minutes, tout le monde dit que finalement, ils n'ont jamais été aussi démocratiques que sous Poutine. Bien sûr, oui, il a fait un système qui donnait l'illusion de la démocratie. Voilà. Pas que l'illusion. Réfléchissez par rapport que ce soit au Parti communiste ou au tsar, etc. Et toute l'histoire de la Russie, c'est catastrophique. C'est imparfait actuellement. Je ne dis pas que Poutine est un démocrate, un grand démocrate, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, ça c'est sûr. Ça, la démocratie a avancé, pas suffisamment, pas encore à notre niveau. Ça va moins mal. Moi, je considère que ça va moins mal. Je crains fort qu'on soit pas, enfin, on soit disparu du groupe éthique et du groupe économie avant qu'on voit une évolution sensible là-dessus. Enfin, j'y crois pas à très court terme. Ouais, mais moi, je sais pas, je trouve qu'on a vu beaucoup de notre vivant. On a quand même vu un paquet de fascisme, pour mettre un mot. Soit arrivé, on a fini par croire, ça c'était le grand fantasme de la chute du mur, c'est la fin de l'histoire, c'est Fukushima. Non, c'est la connerie, la fin de l'histoire. C'est pas Fukushima, enfin, comment il s'appelle, un auteur américain là, qui a un nom japonais, là, qui a dit… Fukushima, c'est l'atome qui… Vous êtes encore dans l'atome. Non, la fin de l'histoire, qui a fait, c'est la fin de l'histoire. Oui, je sais. Maintenant, le système capitaliste libéral va dominer la planète entière. Bon, 20 ans après, et tout le monde y a cru en plus. Et 20 ans après, non, finalement… Le libéralisme est quand même le système qui a fait le moins de morts dans toute l'histoire. Je suis d'accord avec tout ça. Hein, y compris par rapport actuellement à l'islamisme, etc. Le communisme ou tout ce que vous voulez. C'est pas parce que ça nous… le meilleur développement possible. Ce que je veux dire, c'est pas parce que ça nous plaît que tout le monde va se précipiter sur ce système-là, sur la planète entière. Oui, non mais on a dérivé. Mais par contre, que les systèmes autoritaires finissent par disparaître. Moi, j'ai lu cet après-midi l'histoire d'Erdogan. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait cet après-midi avec Van der Leyen. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Il a reçu, je sais pas, vous n'avez peut-être pas lu, c'est passé juste avant. Il a relégué sur un canapé dans le fond de la salle. Il a reçu Michel, le Belge, et Van der Leyen pour l'Europe. Il a fait la photo, il a mis 2 fauteuils, un pour lui, un pour Michel, puis il l'a mise sur un canapé à l'écart. Elle n'est pas sur la photo. C'est un couillon, Erdogan, je suis désolé, c'est un couillon. Mais c'est vrai, économiquement, il est en train de s'effondrer là en ce moment. Mais c'est la fin. Oui, mais enfin bon, c'est pas encore, c'est pas la bête est atteinte, mais touchée, mais pas coulée. Ouais, mais moi je suis optimiste parce que je constate qu'ils finissent tous par y rester, par y passer. Hein. Bon, tous les dictateurs que j'ai vus, on verra bien. On en reparlera. Je rappelle quand même en 1830, exactement avec le même incident, on a envahi l'Algérie. Hein. Oui. On a fait une calotte au baie d'Alger. En 1870, on a déclaré la guerre à la Prusse parce que monsieur le Bismarck n'avait pas répondu au billet de Napoléon III qui lui avait été envoyé par un adjudant, soi-disant. Et c'est une erreur de traduction de l'allemand. On a déclaré la guerre à la Prusse pour ça. Bon, on a eu le résultat. Hein. Bon. Aujourd'hui, montrez-moi les gars qui vont monter dans les avions et dans les chars et dans les machins, qui vont aller filer une paire de calottes à Erdogan en public. Là, ceux-là, ils ne sont pas encore nés. Hein.
Parce que c'est là que moi j'aurais fait un scandale, la nana, là, C'est Michel qui est un couillon, c'est le Belge qui est un couillon. Oui, ben les deux. Disons, il a fait, il se taillait, puis c'est tout. Il refusait la photo, puis c'est tout. Non, il lui laissait le fauteuil, il allait sur le canapé. Moi, c'est ce que je faisais. J'allais sur le canapé, puis je lui laissais le fauteuil. Madame, c'est vrai que là, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est dans une logique, on ne veut pas faire une logique de puissance. Erdogan, il fait exprès, comme fait Lavrov et Poutine en Russie, on humilie publiquement les gens qui viennent. Et donc, on rentre dans la combine. Ben non, on dit. Oui, mais parce que vous n'êtes pas philosophe, c'est toujours pareil. Je me tire, ben voilà. Mais moi, je suis comme vous, je ne suis pas philosophe. Hein. Bon, enfin, c'est facile à dire. Nous, on est derrière nos écrans, puis on jacasse là sur ces. Oui. Hein. Non, on est dans la logique. C'est comme Trump, c'est comme Poutine. Oui, c'est un con. Enfin, c'est pas un con. Poutine, c'est pas un con. C'est un problème. Et Trump non plus. C'est un redoutable joueur d'échecs. Trump, je vais défendre Trump pour agacer. J'aime bien faire ça. On discute avec lui pour essayer d'en tirer le maximum, quoi. Trump, il a quand même une sacrée réussite avec la vaccination, parce que la réussite américaine de la vaccination, c'est pas Biden, il vient d'arriver. C'est la réussite de Trump. Sur la vaccination, il y en a deux qui ont gagné, c'est Johnson et Trump, alors qu'ils ont été beaucoup moqués l'an dernier. Oui, mais le pire, c'est que c'est même pas Trump il a bien signé les budgets là, pour faire les vaccins, mais disons, il l'a quand même signé, mais c'est son staff qui lui a proposé ça, c'est dans la mentalité américaine. Oui, ils ont fait l'échec. Hein? Ils ont fait l'échec. Oui. L'échec à Pfizer ont été faits dès le début. Oui, ils ont payé. Oui. C'est tout. Oui. Mais nous, on n'a pas fait ça, on est nuls. Ben voilà. Mais eux, ils redémarrent et nous, on est toujours à l'arrêt. Ben oui, c'est normal. Non, mais ça, ce n'est pas lié à la démocratie, c'est lié à la mentalité anglo-saxonne par rapport à la mentalité européenne. Libéralisme. Oui, le libéralisme. Ah oui. Et c'est le privé qui va y arriver, donc on donne des chèques au privé et puis on verra bien, ça marche, ça marche pas, et ben on passe par perdre des profits. Ben ça, essayer d'avoir ce type de raisonnement dans un gouvernement européen, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible. Il n'y a qu'un ingénieur qui aurait pu faire ça, une fois de plus. Non, mais un dentiste aussi. Breton l'aurait fait. On est obligé d'être pratique, nous, quand même. Il faut qu'on ait un résultat. Voilà, bah oui. Vous revenez tout de suite si on n'a pas de résultat. Ah oui, mais enfin, bon, il n'y a pas que des critères éthiques qui sont à prendre en compte dans les systèmes d'organisation politique, il y a aussi l'efficacité. Donc, on n'est pas efficace, c'est tout. On le voit tous les jours, on est gavé de ça à la télé du matin jusqu'au soir. Bon, on ne va pas en rajouter. Bon, écoutez, on a passé on remercie quand même Pierre Babou parce qu'il a fait du bon boulot. Non, mais c'est énorme. Là, c'est un résumé synthétique du sujet parce que c'est compliqué. Donc, et puis, rendez-vous à la suivante. Alors, est-ce qu'il y a le groupe des médicaux, là, ont des idées pour synthétiser un petit peu un truc sur justement, ces histoires de vaccins, de Covid et tout le bazar. Bof. On peut quand même en discuter. Ce qu'on avait mis là dans le plan d'action, j'ai un trou de mémoire. Là. On peut discuter du Covid. Moi, je trouve s'ils avaient expliqué dès le début, au lieu de raconter tout ce qu'ils ont raconté dans les télés, les radios et tout, s'ils avaient expliqué comment marche un virus, ne serait-ce que par rapport à une bactérie, les gens auraient fait et dit moins de conneries, parce que c'est pas bien compliqué le fonctionnement d'une cellule. Oui. Vous parlez de qui, là?
Non, je parle de personne. J'ai dit, on a entendu beaucoup d'âneries à la télé, à la radio sur, Ah, bah, oui, bah, bien sur sûr. le Covid. Non, mais Et simplement, si vous voulez me faire dire que les émissions sont nulles, c'est terrible. Alors qu'il suffisait d'expliquer comment fonctionne un virus et on aurait eu peut-être moins de recul sur la vaccination, etc., etc. Voilà. Je trouve qu'il y a un manque d'information. C'est pas bien compliqué, les virus. Enfin, rien n'est compliqué quand on explique. alors, est-ce que est-ce que vous avez écouté la conférence de Berche? Oui, moi je l'ai écouté. Non, Moi j'avoue que je aussi. n'ai pas Cette écouté. conférence. Eh bien, elle est très bien. Oui, oui, elle est très très bien. Et sur quoi? Ben, sur le Covid, Sur sur le Covid, plein d'aspects. Donc, elle est sur le site. Hein, J'irai la écoutez-la, voir. Ouais. Berche. Hein. oui, Euh, oui, elle est euh, vraiment très très bien. donc, le mécanisme du vaccin, Ah ben, l'histoire j'ai de pas la vu alors. pandémie, enfin, c'était en 1 heure et quart, un panorama complet, posé, rationnel et très bien. Et donc, c'est quand même un médecin. Hein, donc, mais pas excité ou polémique comme ceux qu'on voit sur les plateaux de télé. Oui, oui, oui. Ben, j'irai voir. Écoutez-la. Euh, Oui. et on avait bien marqué un titre un peu à l'eau de rose, aspect économique de la Covid. euh, Ouais. mais on n'est pas obligé d'avoir des documents parce que là, on est plutôt submergé par l'abondance que par la pénurie. Oui, oui, oui. On ne sait pas trop quoi faire. Donc, je n'ai pas eu Martine Thomas récemment là, sur le sujet. Je sais pas si, il me semble qu'elle avait rassemblé quelques éléments. Là, bon, écoutez, on Oui, en je vous dis. reparle un peu entre nous dans l'intercession, on va dire. Hein. Si Alors, vous je sais voulez. plus quand est-ce qu'on avait mis ça. C'était le mois prochain. Attendez, je regarde. Elle est psychiatre, elle. Elle était, oui, elle était psychiatre. Enfin, quand un médecin, quand on a une spécialité, Pour la garde. On meurt avec. on n'avait pas vraiment mis de date. Est-ce que là, je le retrouve pas. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur une date pour une prochaine réunion au mois de mai? Euh, alors, Moi, j'avais noté le lundi 10 mai. ouais, bah, le lundi 10 mai, ouais, bah, Non, pourquoi non, pas. mais c'était, on l'avait prévu comme ça. Ah bon, bah, je ne l'ai pas noté là. Bon, Oui, lundi 10 mai à 17h. ben, on essaye, hein? Bon, c'est ce que j'avais noté, mais je ne sais pas si d'autres ont Oui, été. non, 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 mais bon, écoutez, 17h, voilà. 10 mai, ok. Oui, je l'avais Écoutez, noté. ce que je vous propose, on va faire des échanges par mail avec les différentes personnes là, qui étaient susceptibles de parler de ça. Et puis, on va essayer de monter quelque chose. Hein. Si vous voulez. Non, mais lisez le Oui, je truc, vais voir. enfin, écoutez la conférence de Oui, Berck, je vais voir. très bien. Hein. D'ailleurs, je vais faire là, je vais Eh faire ben, un rappel par mail à tous les adhérents là, pour les inciter maintenant, on est confinés, on est cons et finés. Hein, oui. Et donc, on a un stock quand même de conférences quand même significatif. Maintenant, on atteint la soixantaine. Là. On va réussir à faire 60% de notre programme avec les vidéos. Hein. Et et plus, les gens y assistent. Globalement, il y a une bonne assistance. Il y a beaucoup de gens qui assistent. En fait, non. En clair, en direct, on varie de 20 à 70 personnes. C'est déjà pas mal, hein, en C'est pas direct. mal. Et en différé, ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce que c'est assez compliqué, c'est d'identifier les personnes. Ah, C'est-à-dire, est-ce que les gens la regardent une deuxième fois ou c'est des gens qui n'étaient pas en direct qui la regardent en différé? Bon, c'est pas, ça demande du ouais. boulot. Donc, on n'a pas eu le temps
de faire ça. On a les éléments pour le faire parce que sur la plateforme de vidéo, on a des outils statistiques. Mais c'est assez laborieux à dépouiller. Hein. Donc, on a, par exemple, Berche, j'avais fait une piqûre de rappel pour vanter la qualité de la conférence. Et là, on a eu une pointe le lendemain de 60 visionnages. Alors, je sais bien que c'est le sujet du moment, hein, mais, Oui, mais bon. les gens ont obtempéré. Hein. Non, mais il y a aussi un autre frein, c'est que les gens qui sont branchés informatiques, bon, c'est pas la totalité de nos adhérents. Hein. Donc, il y en a qui n'ont pas de matériel ou même s'ils l'ont, ça leur casse les pieds Oui. et ils n'ont pas envie de s'embêter. Alors là, je vais faire, il y a un collègue là, il va faire un petit tutoriel pour aller, parce que maintenant, vous avez 60 conférences. Alors, si je leur dis, allez écouter les conférences, ah oui, mais je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a eu comme conférence, je ne sais même plus où est-ce qu'il faut que j'aille les chercher, enfin, je ne sais plus. Hein. Donc, les gens voudraient qu'en appuyant sur un seul bouton, et ça soit la bonne conférence qui arrive sur l'écran sans crier gare. Quoi. Donc, ça demande quand même quelques explications. Il y a quand même une demande parce que j'avais passé un message en disant si vous avez perdu votre mot de passe, demandez à Muriel, on va vous rafraîchir tout ça. Et il y a eu une demande. Mais on ne peut pas dire que une grande majorité des gens l'ait fait. Donc, on va en mettre une couche là, pour les vacances de Pâques et le confinement de Pâques pour essayer de motiver les troupes. Hein. Parce que là, ça commence à bien faire. Et puis, on craint plus ou moins qu'il y ait quand même des évaporations l'année prochaine, parce que tant que la situation n'a pas l'air de se normaliser, les gens vont être frileux. Hein. Bien que notre clientèle de base ait la vocation à avoir accès à la vaccination relativement rapidement. Hein. C'est ce que j'allais dire. Vous pouvez faire des conférences avec les vaccinés. Je vais faire un pass vacciné. Ah oui? Ouais, enfin bon, d'accord. Enfin, on n'en est pas là. Les conférences d'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Bon, donc là, attendons de voir ce qui va se passer. Vous savez, les prévisions, aujourd'hui, personne n'est capable de faire des prévisions. Les docteurs, tant mieux, et les docteurs, tant pis, on est bien équipés. Voilà. Bon, écoutez, on a quand même passé une bonne après-midi ensemble. Je crois que fondamentalement, l'objectif, c'est bien celui-là. Hein. On n'a pas résolu le multilatéralisme, mais bon, si ça a pu contribuer à passer 2 heures sympas, c'est pas plus mal. Donc, on y taille. Je vous renvoie à la dernière version de la présentation. Oui, vous me la renvoyez, je vais le changer sur le site. Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, on ne veut pas vous faire rigueur des fautes d'orthographe ou des choses comme ça. C'est pas très grave. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée. Allez, merci.